J'ai acheté le tout premier ordinateur Apple Macintosh, il est dans ce paquet qu'on va ouvrir ensemble et surtout on va le tester ensemble parce que oui, le Macintosh qu'il y a à l'intérieur, il est entièrement fonctionnel avec tous les programmes de l'époque et tout, ça va être incroyable. Je vous propose qu'on l'ouvre directement. J'espère vraiment qu'il va fonctionner sans problème parce que oui, clairement, c'est une antiquité le truc. C'est une antiquité parce que cet ordinateur a été conçu puis vendu en 1984, donc vraiment, ça remonte. J'étais pas né, donc clairement, c'est vraiment un plaisir de pouvoir tester ça. Une toute petite précision, ce Macintosh est le Macintosh Plus, c'est pas le Macintosh 128K, c'est donc son évolution si vous voulez. Un peu comme l'iPhone 13, le 13 Pro et le 13 Pro Max. Ok, donc déjà on découvre le premier câble. Alors la souris de ce premier Macintosh, je l'ai vu, elle est incroyable. Il y avait toujours ce fameux bouton, écoutons le bruit. C'est d'époque. Ça va, ça sent bon. Et la connectique de la souris, s'il vous plaît. Je crois que c'est une connectique VGA. Et puis vraiment, il y avait le logo Apple dessus. Donc je mets ça là, clac. Alors normalement dans ce pack, il n'y a pas que l'ordi, il y a aussi notamment ce qui vient juste ici dans ma main. C'est donc un lecteur disquette. À l'intérieur même de l'ordinateur, il y a un lecteur disquette, mais le pack que je me suis procuré, il y avait un lecteur disquette externe. Par contre, je sais d'ores et déjà que le lecteur disquette, celui-là, ne fonctionne plus. Regarde avec le petit logo multicolore de l'époque là, c'est tellement stylé. Je mets ça là, tac. Et on continue. J'ai tellement hâte de ressentir le feeling du clavier de l'époque, de la souris de l'époque, entendre tous les petits bruits, justement qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment quoi. On enchaîne avec, qu'est-ce que c'est que ça? Le stand peut-être? Ah non, c'est ok. Donc ça c'est, je pense, tout ce qui est manuel d'utilisation et peut-être les disquettes de démarrage. Oui voilà, il y a les fameuses disquettes parce qu'en fait tu insères les disquettes à l'intérieur de l'ordinateur et puis ça va lancer, bah voilà, là il y a MacWrite, MacPaint. J'ai tellement hâte d'essayer le Paint du premier Macintosh et le manuel d'utilisation, s'il vous plaît, Macintosh Plus. On va le feuilleter ensemble tranquillement. Et le plus important, ah non, il reste un truc ici. Bah oui, bien sûr, il reste une de mes pièces préférées, bien sûr, le clavier avec un câble en accordéon. Alors ça c'est beau, ce cordon avec une connectique, on dirait un téléphone, une prise de téléphone ou carrément un truc Ethernet. C'est un AZERTY et je suis un peu choqué déjà de voir à quel point tout est ultra bien conservé. Vraiment, c'est en très très bon état. Et bien sûr, le plus important, l'ordinateur s'il vous plaît. Ah, il y a une poignée derrière pour pouvoir l'attraper. Je m'attendais à un écran vachement plus gros que ça, il est tout petit, mais avec ça, on pouvait déjà faire pas mal de choses, du traitement de texte, du dessin, du graphisme, et quelques petits trucs basiques. On va découvrir ça maintenant ensemble, on va essayer de l'allumer. Attends, je le mets juste en face de moi, je me fais mon petit setup. Incroyable, mais c'est tout petit. Il y a un autre truc qui me hype à fond, c'est le contenu qu'il y a dans cet autre énorme paquet, mais ça ce sera pour une deuxième vidéo, je le mets juste ici. Et croyez-moi, ça va être incroyable. Ok, bah on va faire les branchements, on va se faire le petit setup tranquillou, et puis c'est parti quoi. Cette vidéo, c'est le lancement d'un nouveau concept sur la chaîne dans lequel je vais tester des objets vintage. Alors c'est aussi des objets qu'on a encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours, mais dans leur version vintage, comme cet ordinateur. On utilise tous des ordis, des téléphones aujourd'hui, mais c'est super stylé de voir à quoi ils ressemblaient au tout début justement. Et donc dans ce format, on pourrait tester les premiers ordinateurs, les premières caméras, les premiers appareils photo, les premiers téléphones. C'est tellement fascinant de découvrir comment ils étaient à l'époque. Moi, ce qui me hype le plus, c'est vraiment de tester les programmes qui sont à l'intérieur, de voir comment c'était, ce qu'ils avaient à disposition pour créer des trucs. On va découvrir ça. Ok, on passe à la phase branchement. Donc la lime, elle est prête. Alors ouais, un petit coup de manuel vite fait. Alors, Macintosh Plus. Avant de commencer, il est important de s'assurer que l'unité centrale est bien branchée sur une prise de terre. Et donc ensuite, on va mettre une des disquettes qu'on a à disposition. Lorsque la disquette se trouve en partie engagée dans le lecteur, le Macintosh Plus la tire automatiquement. What? Et elle se met en place d'elle-même. Alors le truc c'est que la disquette de démarrage elle est là-dedans, je le sais, je le vois. On parle de disquette là, car j'ai jamais utilisé de disquette de ma vie. Je sais pas si t'as déjà utilisé. Non. Ouais, voilà. J'en ai vu une fois en photo. Chaque fois que vous faites glisser la souris, le pointeur se déplace dans le même sens. Il n'y a que ça. C'est incroyable. C'est tellement obvious pour nous maintenant. Par contre ça, j'en ai déjà utilisé quand j'étais au collège. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont jamais vu ça. C'est une souris donc qui utilise une technologie avec une boule à l'intérieur. Ça va venir faire bouger les roues qui sont à l'intérieur. Il y en a 3. Et ces roues, en venant tourner, elles vont faire en sorte que ça puisse déplacer la souris. Et ben c'est parti pour le brancher.
Ok, alors je vais brancher le clavier. Clac. La souris derrière. En VGA, bien sûr. N'empêche que cette connectique, niveau fiabilité, elle est pas trop mal. Hein. T'as pas trop de déconnexion comparé à la HDMI par exemple. J'allume l'interrupteur et j'espère que ça va fonctionner. Ils ont dit qu'il allait avoir un bruit, donc je pense que c'est bon. L'écran s'allume. Oui, le petit lecteur disquette. Donc il n'y a pas de disquette à l'intérieur. Calme-toi. Je fais quoi? Sinon, il faudrait essayer de sortir ça dedans. On va voir, je vais essayer de le booter comme ça. Ah si, ça y est, c'est bon. Ok, bon, c'est trop bien parce que tout fonctionne. J'ai eu une énorme frayeur parce qu'en fait, au début, il n'arrivait pas à booter le disque système qui était dans ce lecteur disquette. Du coup, j'ai dû faire une petite manip un peu dangereuse, c'est-à-dire que j'ai totalement démonté ce lecteur disquette et j'ai récupéré la disquette système à l'intérieur. Donc là, il n'y en a plus et je l'ai inséré dedans. Et là, le système a pu booter. Donc enfin, on peut découvrir le Finder, les fichiers, l'arborescence, comment c'est construit à l'intérieur de cet OS du Macintosh 1. Vraiment, le potentiel ASMR de cet ordinateur, il est incroyable. Regardez. Ok, pour la partie présentation, c'est marrant parce que cet ordinateur est naturellement plus ou moins de couleur beige. Alors là, il a quand même un peu jauni avec le temps. Il n'est pas aussi beige à sa sortie, il faut l'imaginer un petit peu plus blanc que ça, mais naturellement, il est un petit peu jaunâtre, un petit peu beige, qui lui donne directement en fait un effet un petit peu vieillot. Il est vraiment bel et bien sorti avec cette couleur en fait. Bon, il y a un truc dont il faut qu'on parle, c'est ses caractéristiques parce que c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, on est sans arrêt abreuvé de nouvelles technologies dans tous les sens, des produits qui sortent chaque année et qui repoussent sans cesse les limites des produits précédents, des cartes graphiques RTX 4090, je sais pas quoi, des 64 Go de RAM, des processeurs de dingue ou des appareils photo 8K, etc. j'en passe. Mais quand on voit ce Macintosh, c'est là où on se rend compte des évolutions et des révolutions qu'il y a eu pour passer de ça à ça. Donc s'il vous plaît, ensemble, plongeons dans ces caractéristiques. Cet ordi possède un écran de 9 pouces. Voilà déjà. Il n'y a pas de disque dur à l'intérieur. Pas de mémoire. Oubliez les gigas, les téraoctets de stockage, non! Il n'y a rien. Le système et les logiciels viennent en fait sur ces disquettes qui viennent avec lorsque tu achètes ce Macintosh. Disquettes qu'on insère à l'intérieur de ce lecteur disquette qui est directement sur l'écran et l'ordinateur ou bien dans ce lecteur disquette externe. Ça permet de lancer plusieurs programmes comme par exemple sur cette disquette sur laquelle il y a MacPaint, MacWrite, mais également MacDraw. Il y a aussi un logiciel style un petit peu PowerPoint sur lequel on peut faire plein de graphiques, de présentations, etc. C'est vraiment orienté plus présentation en fait, graphique. De toute façon, on va tester et découvrir les programmes ensemble. Ça y a pas de souci. Tenez-vous bien, cet ordinateur possède la quantité astronomique de 128 kilooctets de RAM. C'est énorme. Ça fait halluciner quand tu vois qu'aujourd'hui, sur le site d'Apple, tu peux te configurer un MacBook Pro de 96 Go de RAM. Donc là, on est sur le bureau. On a donc tout le système avec la pomme, fichier, édition, présentation, rangement. Je vais aller voir s'il y a quelque chose dans la corbeille. Donc il y avait le double-clic déjà à l'époque. Double-clic corbeille, ça l'ouvre. Je crois que si je vais là, on peut drag and drop la fenêtre et ça marche très très bien. Tout va me fasciner. Hein. Dans ces manips, tout va me fasciner. Et sur la pomme, donc, on peut faire à propos du Finder. Donc ça s'appelait déjà le Finder Macintosh, Bruce Horn et Steve Capps. Ok, très bien. Album, par exemple, qu'est-ce que c'est? Donc là, ça vient de booter quelque chose. L'album sert à stocker toutes sortes de dessins, tableaux ou paragraphes que vous pourrez ensuite transférer dans différents documents. On peut faire comme ça? Non. Oula. Non, on peut pas faire comme ça. Un petit dessin peut-être fait sur Paint, on va voir. Et un ordinateur, ok, c'est très mignon. On a quoi d'autre? On a la calculette. Est-ce qu'elle fonctionne encore? Est-ce que je peux l'utiliser avec le pad numérique? Oui, 2 plus 2 égale... Non. Comment ça marche? Non, parce que le moins est sur le plus. Attends, il est où le égal? 2 plus 2. C'est super dur les ordis de l'époque. Entrée? Non? Ah, égal est là, ok. 2 plus 2 égale 4. Et voilà. Mais il n'est pas bien bindé en fait. Donc le égal est sur la touche multiplier, le plus est sur la touche OK, et le moins c'est la touche diviser. Je vais lui faire un petit calcul complexe parce que normalement c'est bon. Hein, mais... fois égal. Il a réussi. Et ouais. Tu veux pas vérifier avec ton iPhone? Non, non, mais je lui fais confiance. Est-ce qu'avec le temps les calculs ont évolué? C'est exactement le même résultat.
Et ça c'est beau. Et en même temps c'est les maths quoi, c'est normal donc. Bon bah la calculette, on s'est bien amusé dessus, c'est nickel. Mais il y avait un clavier visuel. D'accord. Et là c'est bindé pareil. J'allais appuyer comme si c'était tactile, mais non, c'est pas tactile. Bonjour, je suis Nozman. C'est bien. Merci à tous de regarder mes... Ah, j'ai fait une faute de frappe de regarder mes vidéos. Alors on a quoi d'autre? On a l'horloge, bien sûr, la fameuse horloge. Quelle heure il est? Ok, je peux régler l'heure, je vais régler l'heure. Et voilà, j'ai réglé l'heure de mon ordi. C'est quoi ça? C'est chrono ou c'est un réveil? Je peux mettre un réveil? À 15. Ça a marché. Putain, le réveil, hein? Il faut bien l'entendre. Hein. Regarde, 25 secondes. Ouais, c'est bon, je suis réveillé. Tableau de bord, c'est quoi le tableau de bord? Oh là là, j'adore. Mais c'est incroyable, mec. Fond d'écran. Je peux changer de fond d'écran? Ils sont ignobles, les fonds d'écran de l'époque. Hein. Franchement, ils sont horribles. Ah, voilà, ok. Ah, stylé comme ça en blanc. Ah, mais non, je peux le faire? Ah ouais, je peux le faire? Mais mec, c'est incroyable! Ok, je vais enchaîner parce que sinon je vais passer des plombes. Apple Talk, déconnecté, connecté. C'est quoi ça? Allô? Non, je sais pas comment ça marche. Hello computer. Ok, bah le tableau de bord c'est un banger, hein, vraiment j'adore. Afin de comprendre comment cet ordinateur a pu voir le jour, je pense qu'il faut qu'on rentre un petit peu dans la partie historique de l'époque. Il faut se rendre compte de la révolution que présentait ce produit à l'époque. Tout ça, c'était un vrai événement pour Apple, vous vous imaginez bien. C'était d'ailleurs tellement un événement que la version de base de cet ordinateur, donc le Macintosh 128K, celui-là, c'est pas le Macintosh 128K, c'est bel et bien la même série d'ordinateurs, mais c'est le Macintosh Plus, une version un petit peu plus upgrade du 128K. Dites-vous bien que l'annonce du 128K a été faite lors du 3e quart-temps du Super Bowl carrément. Dans une pub réalisée par Ridley Scott, rien que ça. Vraiment, il y avait de l'enjeu pour eux, il fallait que ça fasse parler, c'était obligé. Il fallait que ça marque, et c'est normal, car lorsque le Macintosh 128K sort, on est en 1984, et les ordinateurs, à cette époque-là, c'est pas encore hyper grand public, quoi. IBM faisait bel et bien des ordis depuis quelques années déjà, avec l'IBM PC notamment, et même Apple en avait sorti avant le Macintosh Plus et le Macintosh 128K. Il y avait notamment le Apple Lisa, mais surtout l'Apple II et l'Apple I. Alors attention, dans cette vidéo, je parle bel et bien d'ordinateurs personnels, car sinon il y a bel et bien eu avant ça des machines à calculer ou des ordinateurs scientifiques faits pour la recherche ou des trucs vraiment bien spécifiques, et ça bien avant 84, comme avec l'ENIAC ou le Ferranti Mark I, le MESM, ou même IBM qui dès les années 50 a travaillé très dur sur le sujet et a sorti tout un tas de produits et de projets. Bref, non, là on parle d'un ordi qui était destiné à être chez nous, dans nos salons, dans nos bureaux, etc. C'est pour ça que l'enjeu était important et qu'il fallait que ça parle. Mais là je vous ai parlé d'Apple Lisa, Apple I, Apple II, Macintosh 128K, Macintosh Plus comme celui-là. Pour remettre tout ça dans l'ordre et comprendre un petit peu l'évolution de tous ces produits, parce que l'histoire elle est vraiment incroyable, je pense que c'est important qu'on se fasse une petite timeline. En termes donc de timeline de produits d'Apple, celui-là n'est donc pas réellement leur premier produit. Il s'inscrit par contre bel et bien dans cette première gamme de Macintosh avec le Macintosh 128K, le Macintosh 512K et celui-ci le Macintosh Plus. En fait, c'est juste des évolutions des produits précédents avec un petit peu plus de features. Avant ces produits qui étaient présentés comme vraiment les premiers micro-ordinateurs personnels, il y avait déjà eu en réalité quelques produits Apple dont voici les principaux. Juste en bas, je vais vous mettre une petite frise avec le prix des produits lorsqu'ils sont sortis et également le nombre d'unités vendues, vous allez voir. C'est incroyable. On remonte au tout début de l'histoire d'Apple. En tout premier, on a le Apple I, une vraie relique, un truc qui coûte extrêmement cher aujourd'hui si jamais vous arrivez à le trouver, c'est quasiment impossible. Il faut se rendre compte de comment ce produit a été développé déjà, c'est incroyable. L'histoire de l'entreprise d'Apple qui se développe petit à petit dans un garage, c'est pas des conneries, hein, ça s'est vraiment passé comme ça. En fait, les deux personnes à la base d'Apple faisaient partie d'un groupe de personnes un petit peu passionnées de l'électronique, et ce groupe de personnes-là se retrouvait assez fréquemment pour échanger des composants, échanger des nouvelles technologies, parler de bandes qui contenaient des codes pour pouvoir développer les nouveaux prémices de ce qu'étaient les ordinateurs en fait. Et ce club de passionnés d'électronique et de bidouillage a pris petit à petit de l'ampleur, ils ont été quand même plusieurs dizaines voire des centaines de membres, et petit à petit comme ça ils ont réussi à s'échanger des composants et développer en fait des premiers produits. Dans cette vidéo je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire même d'Apple parce que c'est extrêmement long et ça demanderait vraiment un truc focus, parce qu'il y a vraiment eu des histoires de dingue, notamment avec ce petit groupe de personnes là, des histoires de vol de produits à droite à gauche pour pouvoir développer des autres produits, des histoires de Bill Gates qui envoie des lettres à ce groupe qui était complètement offusqué de voir qu'en fait il y avait des vols et du pillage industriel, etc. quoi. Donc vraiment, cette histoire du début de l'informatique, elle est hallucinante et peut-être que ça demanderait une vidéo vraiment dédiée. Là, on teste cette antiquité, c'est déjà pas mal. Mais donc, après pas mal de tests, après pas mal d'échanges au sein de ce groupe, après pas mal de bidouillage, Apple nous sort l'Apple I. Un truc en bois carrément, il n'y a pas de... voilà. L'Apple I, c'est un mix de bois et d'électronique. Il est sorti en 1976 et il est vendu pour 666,66 $ à l'époque. Et ça représente 2070 € aujourd'hui. Donc voilà, un ordinateur qui coûte 2070 €, c'est déjà cher, hein. Voilà, mais bon.
ça se fait. Il y a environ seulement 200 unités qui sont produites, mais ça c'était vraiment un produit destiné uniquement aux amateurs d'informatique. Aujourd'hui, tenez-vous bien, l'Apple I peut se vendre aux enchères de 150 000 $ à environ 1 million de $. Ce produit, c'est carrément une relique de l'histoire de l'informatique, clairement. Juste après l'Apple I, il y a eu évidemment l'Apple II sorti en 1977. Une année après, vendu à un prix de base de 1 298 $, soit 6 270 $ aujourd'hui. Ça commence à faire très cher l'ordinateur. Mais cet ordinateur, l'Apple II, a rencontré un énormissime succès. Et ça alors même que c'est leur deuxième produit, c'est ça qui est fou. Il a arrêté d'être produit en 93, donc pas mal d'années après quand même, hein. Je rappelle qu'il est sorti en 1977, et jusqu'à cette date, donc 1993, en prenant en compte toutes les versions différentes de cet ordinateur, il s'en est vendu plus de 6 millions d'exemplaires. C'est absolument hallucinant, on passe de 200 unités de l'Apple I à plus de 6 millions d'exemplaires pour l'Apple II. Les premières années de vente de l'Apple II ont réellement permis à Apple d'emmagasiner un maximum de chiffre d'affaires. Les deux fondateurs sont devenus évidemment richissimes, l'entreprise aussi, elle est rentrée en bourse très rapidement et est devenue une des entreprises d'informatique les plus importantes au monde. Et tout ça simplement grâce à son deuxième produit. Ok, ensuite il y a eu l'Apple III en 1980. Ils se disent, on va pas s'arrêter là, 3 ans plus tard, on sort un nouveau produit. En 1980, environ 70 000 unités ont été vendues, à un prix entre 4 300 $ et 7 800 $, soit 15 000 à 27 000 $ aujourd'hui. Donc vous voyez, les prix, ils grimpent très fort. Ça paraît beaucoup moins en termes de vente que l'Apple II, et c'est le cas, mais c'est pas grave, l'Apple II continuait de se vendre à fond la caisse. Donc pas de soucis, ils stressent pas trop. Ensuite, 3 ans plus tard, une fois de plus, on a l'Apple Lisa en 1983. Et là, à ce moment-là, 10 000 unités ont été vendues. Mais il faut dire qu'il était vendu très très cher. 9 965 $, 70 000 francs à l'époque en France, soit environ 24 000 € aujourd'hui. C'est extrêmement cher pour un ordi. Ce prix élevé, c'est d'ailleurs un des aspects qui fait que ce produit, c'est pas hyper bien vendu. Et en même temps, je comprends ça, voilà, ça refroidit un peu quand même. Je trouve que c'est marrant de voir qu'au final, dès le début, Apple n'a fait que gonfler ses prix à chaque fois qu'il sortait un nouveau produit. Et ça alors même que les ventes étaient de moins en moins importantes, les prix continuaient de gonfler. Mais n'oublions pas que l'Apple II continuait, quoi qu'il arrive, de faire des ventes incroyables. Et tout ça, tous ces produits nous amènent à la fameuse ère des Macintosh. Au niveau prix, le Macintosh Plus était vendu au prix de 2 599 $ à l'époque, donc 6 940 $ aujourd'hui. Et ces deux versions plus light, donc le 128K et le 512, étaient respectivement vendus à 2 495 $, soit 7 000 $ aujourd'hui, et 2 795 $, soit 7 870 $ aujourd'hui. Et cette génération de premiers Macintosh nous emmène ensuite vers un autre modèle, le Macintosh classique. Peut-être qu'on en reparlera bientôt. Ok, continuons de le tester celui-là. Bon, maintenant, on va essayer de tester cette fameuse disquette qui contient MacWrite et MacPaint, donc le Paint de l'époque et aussi, j'imagine, le TextEdit / Word de l'époque. Un petit fichier éjecté, je vais plutôt faire le raccourci, tu vois, pomme E. Merci bien. Et maintenant, je peux mettre d'autres applications comme celle-ci, quoi. Hop! Alors, Démodisque vient d'apparaître. Et donc, à l'intérieur, on a plusieurs dossiers. Donc là, j'ai lancé le logiciel MacWrite. On va voir ce qui se passe. Ça lag. MacWrite vous aide à mettre au point des documents frappants. Rapports, mémos, lettres, propositions de contrat, articles, livres. Ils expliquent vraiment comment faire des copier-coller, à quoi correspond l'outil couper, etc. Comment changer de typographie et tout. Encore une fois, des choses qui nous paraissent vraiment basiques et logiques aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était pas forcément. Je vais peut-être pouvoir enfin créer mon premier fichier texte. Oh! Ok, donc là je viens d'ouvrir un document qui s'appelle Mac Terminal 1 et en fait, par hasard, j'arrive sur un document qui est déjà fait, donc de la part d'Apple, mais que je peux modifier intégralement. On a l'outil texte qu'on retrouve là, on a les outils traits, de carré, de rectangle, de rond, des outils de traits libres, etc. C'est hyper précis, on peut venir le modifier comme ça, et même celui-là, on peut le sélectionner, aller le mettre ailleurs, en faire ce qu'on veut. Macintosh, enfin Apple à l'époque, était déjà orienté vers la création. Et c'est assez intéressant de voir ça. Donc, qu'est-ce que je dessine? Donne-moi un truc. Une pantoufle. Un lapin, ok. Je vais aller prendre l'outil dessin libre et c'est parti. Alors, un lapin, c'est un truc du style. Putain, ça marche tellement bien. C'est impressionnant, quoi. Ça, c'est ses dents. Bon, il est horrible, mon lapin, on dirait un lutin, mais. On dirait Rayman. Non? Tu trouves pas? Oui, j'avoue. Et voilà. Ça marche super bien, c'est impressionnant. Donc voilà, on a tous les outils dispo d'un logiciel de mise en page ou de traitement de texte, etc. On peut même ajouter un fond si on veut. C'est vraiment bien fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est horrible. C'est illisible. Mais bon, c'est parce que j'ai fait un truc très moche. Non, je vais faire ma bannière YouTube. Je vais l'uploader après pendant un certain temps. Ok? Ok. Alors, ma bannière YouTube, c'est parti. Docteur
Noseman. Je vais prendre un style relief ombré, je pense. En vrai, je suis sûr que ça va avoir de la gueule. La science n'attend pas. En vrai, tu vas voir, ma bannière, elle va être incroyable, mec. Ok, qu'est-ce que je peux dessiner? Fiole. Hop! Bon, évidemment, il n'y a pas de couleur, hein, c'est du noir et blanc. Donc la bannière, elle va être un peu terne. Et maintenant, on fait des petits effets de bulles qui en sortent quand même. En avance, en vrai, c'est trop bien. Qu'est-ce que je nous fais d'autre? Je vais tenter de faire un cristal. Bon, les gens sauront que c'est un cristal, mais franchement, c'est pas trop mal. Et là, de ce côté-là, je vais faire quoi? Attends, viens avec moi. Ah, une molécule, c'est une bonne idée, ça. Mais je sais pas si je vais avoir la place. J'imagine ceux qui vont arriver sur la chaîne sans contexte et qui vont voir cette bannière, ils vont vraiment se dire mais attends, mais ce gars ne travaille pas avec des graphistes quoi. OH, nickel. NO2, NO2. Voilà, je pense qu'on est pas mal. J'ai dessiné une petite fiole graduée, un cristal d'améthyste, Dr Noseman, la science n'attend pas. Je pense que j'ai ma nouvelle bannière. Par contre, je peux évidemment pas me faire un WeTransfer, je peux pas me faire un airdrop, je peux rien me faire, je peux pas récupérer le fichier. Donc je vais prendre en photo cette magnifique bannière et l'uploader sur ma chaîne tranquillement. C'est un document MacDraw, mais il y a quand même MacPaint. Donc je vais tenter le MacPaint. J'espère que ça va marcher. Oui! Ah, mais c'est encore mieux! Bon, je refais la mienne, je refais la bannière. Oh la vache! Ok, je suis sur le Photoshop, un des premiers Photoshop quoi, en réalité. Donc c'est parti, je vais faire une vraie bannière digne de ce nom. Mais attends, je peux pas... C'est vachement moins bien MacPaint. Je préférais vachement MacDraw. Ouais, il y a vraiment la bombe de peinture comme sur le Paint au tout début, où tu viens faire le pot de peinture. Donc là, cette fois-ci, on peut choisir des motifs, faire des aplats peut-être. Ouais, voilà. Ok, bon. Ok, désolé. Et je vais quand même aller essayer de voir les autres applications. Donc on a testé MacPaint, MacDraw. Normalement, il y a un des premiers logiciels de traitement de texte, s'il vous plaît. Le voici. Je sais pas pourquoi celui-là il va pas fonctionner. C'est pas grave. Il faudra qu'on apprenne à déverrouiller une disquette et peut-être qu'on pourra l'utiliser. Je vais quand même regarder le fameux. Il y a Mac Project, un espèce de PowerPoint peut-être. Graphique de réseau, graphique de ressources, graphique de tâches. Ah ouais, donc c'est vraiment un logiciel de projet pour faire des graphiques. J'imagine que ça devait être vraiment avoir une utilité spécifique à certains travaux, à certaines tâches quoi. Tout fonctionne dans cet ordinateur, c'est ça qui est impressionnant. On n'a pas eu trop de bugs en réalité. L'intérieur, le Paint, le MacDraw, tout fonctionne. Je me suis même fait une nouvelle bannière, c'est incroyable. Donc c'est super. C'était vraiment génial de pouvoir tester ce Macintosh Plus. Il y a tellement de choses à dire sur ces reliques de l'informatique. C'est tellement intéressant de voir les couleurs de l'époque, les sons de l'époque, les bruitages de l'époque, vraiment les connectiques de l'époque. Tous ces trucs-là, c'est fou. Aujourd'hui, on utilise tous Google Docs, Photoshop, tous ces logiciels-là. Et là-dedans, il y avait vraiment le passé de ces logiciels-là, quoi. On peut voir à quoi ça ressemblait et c'est fascinant de découvrir vraiment toute l'évolution qu'il y a eu, vraiment le Paint de l'époque. J'ai adoré l'utiliser. Donc bref, c'était vraiment un super voyage. J'espère que vous avez apprécié. Mettez-moi des commentaires d'objets technologiques vintage que vous voudriez qu'on teste et qu'on explore sur la chaîne. Mettez-moi vos suggestions dans les commentaires juste en dessous, on ira checker ça. Ça rame un peu quand on ferme mon programme. Ah là là, qu'est-ce que je l'adore. Lui, clairement, il va aller dans ma déco. Et comme je vous disais, il y a un autre truc à tester très stylé dans ce paquet. N'hésitez pas à nous laisser vos retours dans les commentaires, on ira checker ça. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!